Nous nous retrouvons cet après-midi donc sur 2 temps en 2 groupes pour se poser cette question. Encore une fois, quelle question voulons-nous On est aujourd'hui sur des problématiques qui sont comment changer le congrès, comme on a observé des dispositifs d'innovation dans le congrès, performance, clone analyse, donc de diverses formes, divers aussi domaines, puisqu'on reste vraiment sur cette idée d'une rencontre intersectorielle entre des métiers qui sont parfois très différents. Donc co-construire ces outils. Dans le sens de cette co-construction, on va réfléchir aujourd'hui ensemble, donc sous la forme d'une table ronde qu'on a appelée des bords plateaux pour ce congrès en jouant sur nos analogies théâtrales. On a observé quel dispositif transformait déjà le congrès, quelles perspectives d'innovation on pouvait avoir, et on va vraiment se poser ici la question des outils très concrets pour une question très spécifique qui a traversé un petit peu déjà la première journée et demie et quelques que nous avons eu ensemble sur la question de la préparation des acteurs du congrès, que nous avons décidé d'appeler acteurs dans ce jeu d'analogie. Quand nous pensons acteurs du congrès ici, il s'agit de tous les acteurs du congrès, donc peut-être qu'on s'interrogera sur des définitions. Qu'est-ce qu'un congressiste, un participant, un facilitateur, les termes que nous avons choisis pour essayer de proposer aussi de nouvelles manières d'envisager les différentes fonctions, les différentes personnes. Il faut que je vous dise aussi que tout à l'heure nous aurons comme d'habitude un débrief puisque les 2 groupes se rassembleront et qu'éventuellement si quelqu'un a accepté d'être témoin pour faire rapporteur, qui est une des fonctions justement qu'on a proposées pour décentrer le regard des lancements de débats, ça pourrait être intéressant. Est-ce que quelqu'un accepterait de ensuite faire une description de l'expérience qu'on va traverser ici pendant 1 heure? Le cahier? Oui, vous gagnez un cahier. Le témoin gagne un cahier. Orange Europa, dont la qualité du papier est reconnue par l'ensemble des témoins qui ont participé depuis hier. Personne? Oui, oui. Allez, Eric, merci beaucoup. Voilà, donc nous avons trouvé notre témoin qui pourra rendre compte un petit peu de ces questions-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose plutôt que de vous présenter, on a vu tout à l'heure que le rituel de présentation n'est pas toujours évident. On reçoit des textes, on connaît pas forcément les noms qu'on cite en le lisant. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de vous présenter vous-même, comme ça vous choisissez ce que vous dites et c'est peut-être plus interactif aussi. Par qui commence-t-on dans nos invités? Allez, Thierry Laforgue. Merci Gilles, bonsoir à toutes et tous. Donc je suis Thierry Laforgue, j'en ai vu pas mal hier, déjà lors des ateliers théâtre, parce que nous on fait du théâtre en entreprise, on s'appelle Aparté Théâtre, on a pour ambition d'amener le théâtre dans les entreprises, donc avec 2 compétences, une compétence managériale et RH et événementielle, et une compétence théâtre qui est incarnée par mon associé Pierrot Corpel, qui vient lui purement du monde du théâtre. Donc l'idée c'est de partager notre expérience, comment nous intervenons en entreprise sur des formations et de l'événementiel, donc de façon à transmettre les messages de façon innovante, décalée, nouvelle, et d'être un peu l'alternative à l'écran en fait. Voilà. Donc on a cette ambition-là. Voilà. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, bien sûr. Merci beaucoup. Jean-Marco, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Alors Jean Marco, je suis professeur de médecine, cardiologie, et depuis 1982, j'ai essayé de développer, de créer, de mettre en action, d'évaluer, d'améliorer des événements amenant à rassembler des gens de la spécialité de la cardiologie. Et j'ai arrêté en 2017, âge pivot de 75 ans, pour prendre la retraite. Mais je continue quand même à m'intéresser. Merci, donc je m'appelle Magali Brairé, moi je suis infirmière de formation et j'ai eu la chance de rentrer dans l'industrie pour aider les médecins à se former sur l'utilisation de dispositifs médicaux.
Donc parce que j'étais infirmière, je pouvais travailler avec eux sur les patients. Et puis j'ai rencontré Monsieur Marco il y a plus de 25 ans. Et j'ai été fascinée par cette obsession de l'enseignement. Et donc je suis rentrée dans cette organisation en tant que consultante simplement, pour aider, pour comprendre d'abord et pour aider ces médecins à mieux transmettre cette tonne de savoir et d'expérience qu'ils avaient et qui, au moment de la retraite, était perdue. Et c'est un peu dommage, voilà. Et donc, je vous dirai un petit peu notre expérience sur un des plus gros congrès qu'on a fait, mais sur tous les autres congrès aussi. Merci beaucoup, Hervé. Est-ce que vous voulez vous représenter, puisqu'on vous a vu tout à l'heure? Là, moi, c'est Hervé Rondois. Je suis enseignant à l'Université de Yaoundé 1, notamment à l'École normale supérieure. Et je porte ici la posture de conférencier, quoi, parce que généralement, je suis pas organisateur, mais je suis souvent membre, acteur, parce que je participe tout le temps à des conférences, à des congrès, tout. Donc peut-être je pourrais vous partager peut-être mon expérience de... Ce qui nous intéressait beaucoup aussi, c'était parce que tu as partagé ce matin ton expérience de la lecture, justement, du rythme, etc., qui est un peu aux antipodes, disons, du travail d'innovation corporelle, etc. Donc c'est ça qui nous intéressait, d'avoir des personnes en contraste. En contraste. C'est dans ce sens où j'ai été appelé à travailler sur des auteurs comme Henri Michoni, qui a beaucoup travaillé sur le rythme, et beaucoup plus aussi avec Derrida, qui met en avant et en amont le rythme et la tonalité. Mais de quoi s'agit-il? Peut-être on partagera ça. Merci beaucoup. Pour terminer, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Gilles Jacinto, je suis doctorant en art du spectacle ici à l'université UT2J. Je suis également enseignant, chercheur associé, donc PAST, professionnel associé au département Artecom, donc enseignant-chercheur à mi-temps en CDD, si vous voulez, en tant que professionnel, puisque je suis enseignant en pratique artistique, chorégraphique et dramatique. Je suis formateur en histoire de la danse pour le diplôme d'État. J'appartiens au Labcom depuis un bon moment, donc c'est un suivi. Je suis très heureux d'être là pour ce point d'orgue. Voilà. J'aimerais bien retisser un petit peu des liens avec toutes les questions qu'on s'est posées depuis hier sur cette question comment mieux préparer les acteurs du congrès. C'est la question qu'on a proposée pour cette table ronde, pour cet échange. Hier matin, nous avons décidé, pour organiser le congrès, de proposer 2 ateliers à l'origine qui se sont transformés en 3 ateliers, d'ouvrir le congrès avant son ouverture pour un certain nombre de personnes, en priorité les participants au congrès, j'entends par là les communicants, intervenants, pour leur proposer des ateliers justement de préparation à ce moment, donc des ateliers de formation, 2 ateliers de théâtre et un atelier de coaching. Donc on a eu un débrief suite à ces 3 ateliers où des témoins sont venus rapporter les expériences qui ont été rapportées. Elles ont été rapportées. Je vais tenter de les rapporter en synthétisant encore une fois, parce qu'ils sont il y a déjà 2 regards. Donc si des gens y étaient, vous pourrez éventuellement corriger. Il me semble que entre les 2 ateliers théâtre, est ressorti un débat assez fort sur est-ce qu'on utilise les outils du théâtre pour se préparer à incarner le rôle du congressiste parfait, de l'intervenant parfait, c'était la question qui s'était posée. Et de l'autre côté, apparemment, la recherche tournait plutôt vers l'inverse, c'est-à-dire comment on utilise les outils du théâtre pour venir fissurer un peu, pas fracturer, mais en tout cas défaire, déconstruire une certaine approche de l'intervention dans les congrès. Il a été question aussi de chercher à provoquer des rencontres entre les personnes qui participent au congrès sans présupposer d'emblée de leur statut, de leur fonction, pour ouvrir des échanges aussi différents. Et le terme d'échange pour les acteurs du congrès, il me semble, a été primordial depuis hier. La question du corps, on l'a dit, l'ancrage, le musculaire, l'énergie, la présence, la question du verbal, du non-verbal, du paraverbal qui se posera aussi sans doute ici. La question des interactions, de savoir capter le moment, de l'adaptabilité aussi, de la souplesse, c'est-à-dire comment on réagit aussi à l'auditoire, comment on rentre dans cette
échange-là. Et puis la question d'être soi, ne pas être soi, et on n'avait pas encore vraiment creusé cette question. Est-ce que être un congressiste, c'est jouer un rôle ? Est-ce que être soi-même serait bon pour un congressiste ? Et y a-t-il en fait une dichotomie et une binarité aussi forte entre être soi-même et assumer, construire, fabriquer ou choisir un rôle qui ça peut ouvrir un petit peu quelque chose. La place de la fiction aussi là-dedans qui s'est posée hier et qui va avec cette question de réelle vérité, de personnage ou de vérité de soi qui devrait émerger dans ces moments-là. Et puis dans le coaching, cette envie d'aller vers une authenticité. C'est une autre question qui s'était un peu posée. Peut-on, doit-on, est-on authentique en tant qu'intervenant dans une certaine binarité? Il me semble qu'il est apparu aussi beaucoup, et là je vais faire un lien aussi avec ce matin, cet atelier se tromper dans un congrès. Oui, finalement, se tromper, ça peut être quelque chose de très constructif, de très intéressant. On peut se tromper dans un congrès. À d'autres moments, on a posé des questions en termes d'efficacité. Y a-t-il un objectif à atteindre ou sommes-nous en train de former finalement, former des savoirs? C'est ce qui est revenu cet après-midi. Comment éviter éviter ou non d'ailleurs, les effets de séduction, travailler sur les erreurs, les failles, etc. Donc c'est sur cette figure, quelqu'un a proposé hier pendant le débriefing la notion de figure du congressiste, de l'acteur du congrès qu'on va se pencher aujourd'hui. Est-ce que déjà à partir de ce point de départ, quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour peut-être nous parler aussi de comment il pense cette préparation de l'acteur du congrès? Merci. Alors en fait c'est vrai que hier il y a eu un débat lors du débrief entre les deux ateliers théâtre sur la question de l'authenticité. Comment moi, préparateur, je vais accompagner les orateurs pour qu'ils soient le plus crédibles possible et le plus intéressant possible. En fait, la vraie question, c'est comment j'emporte l'adhésion et comment j'arrive à convaincre dans mes prises de parole. Nous, on travaille là-dessus, sur tout ce qui est formation en prise de parole en public. Et nous, on recherche l'authenticité, effectivement, la personnification du débat. Et on sait très bien, et vous qui avez l'habitude de parler en public, on sait très bien que l'auditoire cherche elle s'intéresse au sujet qui est traité, mais aussi a tendance, naturellement, humainement, physiologiquement, au bout d'un moment, à décrocher. Et si on le garde pas en éveil en permanence, en fait, on peut le perdre, et c'est là où l'attention s'éloigne et tout ça. Et donc nous, on travaille avec les outils du comédien sur toute la communication non verbale. Et surtout, les messages qu'on veut faire passer, c'est essayons de gommer tous les défauts qui vont nuire à la pertinence du discours. Alors, quand on dit de gommer tous les défauts, ça ne veut pas dire en faire des robots et que tout le monde soit cloné et parle de la même façon. On peut avoir des failles. Il y a eu la question posée hier. Est-ce que quand je bégaye, quand je vais me tromper, est-ce que c'est négatif? J'ai tendance à dire non. Au contraire, parce qu'on souhaite avoir un orateur qui soit humain. Sinon, on regarde un PowerPoint, on regarde une vidéo YouTube, et puis on n'a pas besoin de venir au congrès. Donc là, on cherche du regard humain, et on cherche c'est comme nous quand on joue au théâtre. Le public adore quand il y a un fou rire, quand il y a un incident qui se passe. C'est le spectacle vivant, ce qu'on appelle le spectacle vivant, et donc le public adore quand il y a un élément. Ma collègue de scène est ici aussi, et on a parfois des fous rires sur scène, et c'est ce que le public adore. Donc j'aurais tendance à dire, quand on est dans une prise de parole en public, même si c'est très sérieux, c'est bien que l'orateur soit humain, parce que justement on va attendrir. Il y a quelqu'un hier lors de l'atelier théâtre qui était ici, qui a pris la parole et qui a dit voilà, moi je collectionne les foulards, et de suite elle a attiré l'attention de tout le monde parce qu'on rentrait dans sa sphère personnelle. Et moi, un conseil que je donne en formation en prise de parole en public, c'est soyez vous-même, soyez humain,
Parce que même si c'est sérieux ce que vous allez dire, derrière on a envie de rentrer dans votre sphère intime. Voilà, donc c'est ce genre de conseils que l'on donne. Mais par contre, quand on dit on va essayer de gommer les défauts, ben, si moi je commence à vous parler comme ça là, et je vais faire ça comme ça, et puis je vais arriver comme ça, ben, au bout d'un moment l'auditoire vous allez dire oh là, il me fait tourner la tête et j'écoute plus ce qu'il dit, je regarde pourquoi il fait ça. Tout comme les tics verbaux, tout comme les voilà. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on essaie de gommer. On veut pas faire des clones avec les personnes que l'on accompagne. On demande à être humain. Par contre, on essaie de faire attention sur ma voix, mon silence. Enfin, ça a été un peu parodié tout à l'heure, mais c'est ce genre de pratiques qui font que on va capter l'attention. Les mains, on va savoir quoi en faire. On va être engagé physiquement. Et c'est pour ça qu'on s'échauffe avant de prendre la parole en public. On s'échauffe physiquement pour que le corps soit un vrai amplificateur du message que l'on veut faire passer. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez bien, si tu veux bien rester avec moi, j'ai 3 questions à poser. Je ne sais pas si je fais la salve ou une seule. Est-ce que la première, ce serait quel théâtre en fait, en tant que chercheur et praticien en théâtre, quand j'entends le théâtre pour quelque chose, je me dis diantre. Même avec que 2500 ans d'histoire du théâtre, il y a des formes extrêmement différentes, et sur l'acteur précisément, des techniques de l'acteur, il y en a énormément qui sont parfois très contradictoires, qui changent aussi tout au long de l'histoire, et qui nous donnent aujourd'hui un panel extrêmement large en fait d'outils et de formes au sens esthétique qui ici sont transposées dans le congrès. Du coup, quel théâtre? Vaste question. Il y a 2 sujets par rapport à la question. C'est est-ce qu'on essaie de rester simple dans les messages que l'on veut faire passer, les messages pédagogiques qu'on veut faire passer aux intervenants, et on reste que sur la communication non verbale à optimiser pour rendre le discours plus intéressant et plus captivant. Donc on rentrera pas dans des formes de théâtre dans ces cas-là. Mais après, puisque je dis tout à l'heure qu'on doit essayer d'être humain et authentique, je dirais ça dépend des affinités de celui qui a la parole. Il peut y avoir quelqu'un qui est amateur de commedia dell'arte et qui va parler avec son nez et qui va bouger sa tête de façon très théâtrale justement pour être spécifique. Et puis vous allez avoir celui qui est amateur de théâtre d'émotion et qui va rentrer plus dans la fibre avec de la communication non verbale, plus dans l'émotion, plus des silences, plus du voilà. D'autres sur l'humour. Enfin, il n'y a pas une vraie réponse. Enfin, il n'y a pas une seule réponse à ce que vous dites. Puisqu'on doit être humain, est-ce qu'on doit être authentique? Je dirais chacun se le sent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si je vous parle comme ça en disant voilà, il faut m'écouter, puis ça va être vachement intéressant ce que je vous dis, et puis mais j'ai plus personne. Voilà. Donc l'idée c'est ça. Et ce que je constate moi trop souvent dans les conférences, c'est que le conférencier oublie tout ce qui est non verbal. Et il est persuadé que ce que je dis, c'est super intéressant, et donc je vais intéresser l'auditoire. Mais en face, un auditoire, il est humain. Donc voilà, il faut le garder avec soi, même si c'est super intéressant. N'oubliez pas que quand un orateur entre sur scène, d'abord on le voit, après on l'écoute, et après on le comprend. Mais d'abord on le voit. C'est déjà une piste pour savoir quel théâtre. Il n'y a pas de mur entre la scène et la salle. C'est déjà une bonne piste. Exactement. Ça c'est très intéressant, c'est de prendre à partie le public. Avec des apartés, de l'embarquer dans ce que je lui dis. Rappelez-vous, vous savez, il y a souvent dans les experts des conférences disent on va attaquer toujours la conférence avec une anecdote personnelle. Pourquoi? Parce qu'on veut embarquer le public dans l'histoire déjà d'entrée. Moi je me rappelle, j'ai vu
un conférencier qui est arrivé parler de management, de l'évolution du management, un gars qui bosse chez Orange, je crois. Mais il arrive à la conférence devant un parterre de chefs d'entreprise et il arrive avec un smoking blanc. Le mec, il est cadre sup chez Orange, il arrive avec un smoking blanc. C'est bizarre quand même. Pourquoi? Parce que boum, il veut capter l'attention d'un coup. Alors c'est peut-être pas à reproduire, hein, c'est pas ce que je dis aujourd'hui, mais c'est anecdotique de dire bon, le gars il arrive, boum, il présente ça. Après, ces diapos, c'était que des images, aucun texte. Ça aussi, ça fait réfléchir. Parce qu'en fait, ça sert à rien de lire des diapos. Et il avait une symbolique dans ces diapos, c'était une fleur. Alors il nous dit, vous avez vu, c'est quoi cette fleur? Alors les gens disent des pensées, et en fait c'était des soucis. Et donc, ça symbolique, pour dire chaque fois qu'il y avait une alerte sur l'évolution du management, c'était dans le coin gauche ou coin droit, il y avait la photo du souci. Donc voilà, c'est des petits trucs qui font que le public il dit ah ouais, là il y a un souci, donc je vais être attentif parce qu'il va me parler d'un problème. Voilà, c'est juste des petits trucs comme ça qui font que on ne doit pas forcément dupliquer, hein, c'est pas ce que je dis, mais ça peut inspirer sur les pratiques. Okay, merci beaucoup. Je vais essayer l'interprétation qui ne sert à rien de ma deuxième question. Là, alors, ce que j'aimerais savoir, s'il vous plaît, c'est quand vous dites, voilà, soyez vous-même, je ne peux m'empêcher d'entendre cette notion de double contrainte, le double bind, soyez vous-même, si je suis moi-même, j'ai échoué parce que je suis ce que vous m'avez demandé d'être, moi-même, et si je ne suis pas moi-même, j'ai échoué, je n'ai pas répondu à la question. Comment puis-je être authentique? Quel piège. Il est terrible, c'est les jeunes, je suis sûr que dans la vie, tu parles pas comme ça. Non. Mais donc, t'es pas toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est sûr qu'on joue un personnage quelque part parce que c'est jamais naturel de parler en public. On n'a pas été habitué comme certains de nos compatriotes européens, notamment en Angleterre. Je sais que les enfants, ou je sais plus dans quel pays scandinave, les enfants depuis tout petit à l'école, on leur demande de présenter leur stylo, de présenter leur gomme à l'ensemble de la classe. Bon, mais c'est très formateur ce genre de pratique. Nous, vous l'avez vu vous aussi, vous l'avez fait? Mon fils le fait, oui. Ah, mais c'est nouveau alors, parfait. Parfait. Mais c'est compliqué. Et nous, on accompagne les étudiants en bachelor en école de commerce et ils n'ont pas l'habitude. Et moi, je fais passer des oraux dans une école de commerce et ils savent. Le fond est connu. Par contre, la forme, ils l'occultent complètement. Et pour autant, on va être attaché à la forme autant qu'au fond, si ce n'est plus. Pour faire peut-être un lien sur cette question de quel théâtre aussi, faire un lien avec la question du texte. C'était intéressant, hein, justement ce que disait Monique tout à l'heure et qui l'a amené à vous inviter dans cette table ronde, c'était de se dire tiens c'est intéressant, on pense beaucoup l'innovation par justement l'interaction, en finir avec la lecture. En fait, et vous nous proposez une approche comme ça à partir d'un regard sur Derrida du texte en lui-même, en lecture, avec un travail effectivement sur le rythme, la vocalisation, qui sont des formes aussi de théâtralisation. Donc, quelle place y aurait-il peut-être au script? C'est le mot qui me venait ou m'interrogeait. Est-ce que je laisse mon script? Est-ce que j'en fais une lecture en le respectant mot à mot? Est-ce que je laisse mon test? Est-ce que je le fais mot à mot? Toujours te dire que il faut dire qu'au cœur du congrès, nous avons le concept d'échange. Et comme je le disais ce matin, l'échange fait appel à la transmission. Mais comment devons-nous donc transmettre? Et c'est là où Derrida est intéressant. Il faut dire que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Depuis déjà Socrate, nous avons la maïeutique socratique qui faisait appel à l'accouchement des esprits. Et donc du coup ici, pour revenir à Derrida, il faut assumer deux rôles. Il faut être en même temps, je dirais, jouer un rôle et assumer cette authenticité. Et comment donc jouer ce rôle? C'est là où Derrida pense que, en réalité, la lecture de notre texte
doit être adapté à une approche filmique, à une approche théâtrale. Pourquoi l'approche théâtrale? Pourquoi l'approche filmique? Ben parce que justement, deux notions sont fondamentales. Le temps, le rythme. Parce que en philosophie, nous utilisons beaucoup des concepts, comme en sociologie, en anthropologie, mais en philosophie, c'est beaucoup plus accru. Et le conductriste a en face de lui des auditeurs. Il ne peut pas venir s'imposer par une série de concepts, sinon tout le monde est perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à l'adhésion de l'auditeur, de l'auditoire. Et cet appel à l'adhésion de l'auditoire passe nécessairement par la voix, par l'accent. Il faut lire son texte. Mais en même temps, il y a des techniques, des approches. Et c'est pourquoi Derrida, dans Bête le souverain, utilise beaucoup plus les notions d'un nous pour faire appel à la communauté. Pour dire que ces connaissances ne découlent pas d'une transcendantalité, mais c'est une co-construction entre l'auditoire et lui. Et donc, Derrida, lors de ses conférences, va lentement, le but étant de susciter l'adhésion, de susciter le réveil ou l'éveil des connaissances, des consciences, de telle manière que chaque auditeur puisse dire quelque chose. Et donc, comme je parlais justement de l'accent, du temps, et donc c'est là où nous avons là un rôle à jouer. Mais en même temps, il faut assumer cette authenticité. Il faut assumer cette authenticité de telle manière que il faut trouver dans un creux d'ancrage dans ce dualisme entre personnage et authenticité. C'est ce que Derrida préconise. Une question qui me venait aussi par rapport à cette question du rythme et de la vocalisation. Ce que j'ai compris à l'époque où je l'ai lu de Méchonic, par exemple, que vous avez cité, c'est cette idée que la modernité, c'est le passage du signe au rythme. C'est-à-dire comme ça, il y aurait un remplacement ou une bascule du règne du signe, avec le signifiant, le signifié, et au rythme. Et je m'interrogeais comment, du coup, réarticuler rythme et signe, et du coup, je dirais ici, forme de la présentation dans la préparation on parle beaucoup, voilà, de comment je me place dans l'espace, comment je vocalise ce rythme-là, et aussi le contenu, c'est-à-dire l'objet de ce qu'on veut transmettre ou co-construire ou en fonction. Peut-être quelle réarticulation, comment s'articule ce rythme avec le sens et le signe de tout ça. Comment s'agence le signe et le signifiant dans cet univers rythmique? Je pense que si il faut sortir de cette logique providentielle, dans cette logique transcendantale qui voudrait qu'il y ait un savant, qu'il y ait un érudit qui impose le savoir. Et donc, du coup, il faut se mettre dans cette liberté d'esprit et se dire que l'auditoire peut nous apporter quelque chose. Et vous avez bien fait de citer Henri Méchonnet. Henri Méchonnet dit qu'en réalité, c'est le rythme même qui fait le sens. C'est le rythme qui fait le sens. Quel sens? Le sens, je veux dire peut-être dans le sens épistémologique, le sens où nous avons quelque chose à découvrir. Mais cette découverte se fait de manière simultanée, de manière réciproque. Et donc, ce que je disais qu'au niveau de l'accent, cet accent doit être, et ça c'est d'après les lectures que j'ai fait des Derrida, cet accent doit être acentrique, de telle manière que on n'ait pas l'impression qu'il y a un maître, qui est un disciple, mais qu'il y ait, je vais dire quoi, adhésion d'une communauté d'esprit. Et ce que je disais tout à l'heure dans les conférences de Derrida, c'est beaucoup plus le nous qui l'emporte. C'est beaucoup plus le nous dans cet accent pour dire que je suis pas le maître du savoir, mais je suis peut-être un accompagnateur. Un accompagnateur de la chose. C'est pourquoi justement
dans cette perspective peut-être post-structurale, il faut le dire, finalement, c'est le langage qui construit le savoir. Nous sommes dans le signe. Nous baignons dans le signe, pour parler comme Derrida. L'écriture préexiste à la pensée, pour parler comme Derrida. Et donc, du coup, il est important, dans cette façon, dans cette posture de contressiste, de se mettre, justement, comme cet enfant, pour permettre à ce que on n'ait pas l'impression qu'il y ait un acteur qui impose, mais qui facilite plutôt l'adhésion de la communauté des sons. C'est intéressant, mais les questions que ça m'amène, ce serait, il faut que l'auditoire n'ait pas l'impression. Du coup, ça voudrait dire que je joue, que je ne suis pas, que je ne domine pas, ou que je n'incarne pas un rapport de pouvoir. Donc là, on est clairement dans la prise de rôle personnage. Et la limite, dans donner l'impression que, c'est aussi duper. On sait que dans 99% des cas encore, et on va réduire au maximum grâce à tout ce travail, on reste dans une représentation de rapport de pouvoir, de statut, de rôle. Moi-même, voilà, faisons un peu de méta de l'instant présent. Je suis doctorant, jeune chercheur, je suis profondément à l'intérieur, je vais pas le montrer, mais paniqué par cette situation d'animer cette chose-là. Donc, où est la différence entre donner l'impression de ne pas être dans ce rapport de pouvoir et briser ce rapport de pouvoir peut-être, ou en tout cas le déplacer sans être trop utopique? C'est pourquoi il serait intéressant justement de lire les classiques. Mais qu'est-ce que Socrate disait? Socrate ne fait que dire que je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Donc il faut déjà se mettre dans cette humilité, et c'est ce que tout contressiste, conférencier devrait, cette posture-là, se dire, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Utopique ou pas utopique, mais c'est ça la base quand même. C'est ça l'un des premiers principes épistémologiques scientifiques. Et donc ça nous met dans une position où finalement nous sommes un peu dans cette logique d'éclatement, d'éclatement du savoir, pour dire que celui qui est assis en face de moi peut m'apporter quelque chose. Donc je ne suis plus le maître, je vais dire quoi, je possède plus le savoir. Ça c'est de manière traditionnelle. Nous avons un peu lu Platon, nous avons lu un peu tous ces philosophes classiques qui voulaient que le philosophe par exemple, c'est celui-là qui va dans le monde des idées, qui revient et qui impose le savoir. Ça nous avons vu dans le mythe de la caverne avec Platon. Mais là, dans la posture d'Hérédien, c'est un peu cette fin du centre et du centre. Et dans ce positionnement, nous sommes finalement dans l'appel à tous les types de savoir. Donc chaque auditeur peut nous apporter quelque chose. Donc nous ne sommes plus les maîtres de manière transcendantale pour imposer le savoir. Donc c'est ces postures-là que Derrida interpelle le contressiste. C'est pourquoi dans ces lectures, c'est pas le je qui le domine, mais c'est le nous. Nous pensons que, nous voyons que. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de complicité entre lui, entre l'auditoire. Merci beaucoup. Alors, on a fait un petit détour. Merci beaucoup, Thierry, à cette question du théâtre pour penser le rôle, un passage par la philosophie. Là, je vous propose une rupture totale de rythme. Là, je ne peux rien vous poser comme question, car vous avez préparé un PowerPoint et une présentation. Donc, en rupture, si vous voulez bien, je vous donne la parole. Voilà, c'est à vous. Puis peut-être que j'aurai des questions ou l'auditoire complice. Ensuite. Alors, pour essayer de répondre aux outils, je vais utiliser des banalités, c'est-à-dire d'abord commencer par une analyse du passé, comprendre le passé, comprendre le présent avec esprit constructif, critique mais constructif, parce que c'est comme ça que l'on construit le futur. Vous êtes d'accord là-dessus? Alors le passé, d'où sommes... On est parti d'un point. Quel congrès voulons-nous? Là, 2 personnes se sont réunies et nous avons défini nos ambitions. Nous voulons construire
le premier congrès, le meilleur congrès de cardiologie, dans l'intervention, peu importe, en Europe. C'était notre ambition et nous sommes partis de là. Ensuite, nous avons dit, que devrions-nous faire? Eh bien, nous avons eu le consensus, ces deux personnes, c'est d'abord de se chercher qu'est-ce qui n'existait pas, qu'est-ce qu'il n'y avait pas. Donc créer, on n'était pas dans la critique, on était dans la création. Créer quelque chose. Et nous avons dit, nous allons créer un large forum de façon à permettre à des professionnels de santé de partager des réflexions sur leurs expériences et sur les connaissances dans les domaines. Ceci afin de, je suis maniaque de ça, obsessionnel par ça, ceci afin de consolider ou renforcer ou améliorer, transformer leurs compétences pour traiter chacun d'entre vous, c'était effectuer leurs tâches au quotidien. Donc nous avons clairement défini l'objectif. Ensuite, nous avons eu un consensus. Que devrions-nous faire? Et nous avons obtenu comme consensus, c'était facile, on était deux. Nous devons, adopter les concepts, les théories, la science de l'éducation des adultes, que nous avons amélioré progressivement. 2, nous devons mettre en place de façon systématique, rigoureuse, un système d'analyse critique de toutes nos actions dans la recherche de l'excellence et pour être sûr que nous sommes toujours en lien avec notre objectif principal que l'on s'est fixé et que l'on a clairement défini. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons mis en place les actions et nous avons pris en considération cette réflexion critique, cette analyse, cette évaluation de nos actions. Qu'est-ce qu'il en est sorti de cette évaluation? Il en est sorti qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des dilemmes, qu'il y avait des conflits de compréhension entre les acteurs et les objectifs que l'on voulait atteindre. Il y avait des dilemmes un peu désorientants, il y avait des conflits de compréhension de certains acteurs, alors j'appellerais ça les intervenants, les enseignants et les objectifs que l'on voulait atteindre. Il y avait d'autres problèmes. On les a analysés, les autres problèmes. Comme les salles, je vous passe tout le détail. Et alors nous allons nous focaliser sur un problème qu'on a identifié. On a dit clairement, il faut mettre en place un système de formation professionnelle des enseignants et expliquer que former les enseignants pour qu'ils enseignent afin d'atteindre les objectifs que nous étions fixés, avec des objectifs qui étaient clairs, clairement exposés. Et donc, pour arriver à ces fins, je suis toujours dans cette espèce de raisonnement logique dans ma tête, on a dit comment devons-nous faire pour régler. On a identifié les problèmes. Comment devons-nous faire pour résoudre ces problèmes, ces difficultés, puisqu'on est toujours dans la recherche de l'excellence. On est dans la recherche du mieux. Nous avions décidé que nous étions capables de construire le mieux. On assume nos ambitions. Et donc, pour le faire, dans cette recherche permanente de l'excellence, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit qu'il y a besoin d'inclure dans le process des professionnels du coaching, des enseignants, afin qu'ils adhèrent au process et qu'ils apprennent à communiquer, à enseigner, de façon à ce que les gens retiennent des messages ou co-construisent des messages en fonction du type de session. Il y a différents types de sessions, et de façon que l'objectif fondamental que l'on avait initialement clairement défini, c'est-à-dire les compétences professionnelles,
soit atteint. Et c'est ce qu'on a mis en place, et c'est ce que Magali va vous exposer. Mon message, c'est qu'un outil, à moins que vous ayez d'autres points de vue, un outil, ça sert à construire quelque chose, ça sert à quelque chose. Il faut définir le quelque chose. Et que si on prend un manche à balai pour enfoncer un clou, c'est du bricolage. Alors je vous emmène avec moi un petit peu dans nos congrès. Un petit peu, venez. Venez dans nos salles. Ce que vous disiez, monsieur Marco, nous on a les élèves. Il vous l'a dit hier, évidemment on ne veut pas que les gens s'ennuient, certainement pas. Et alors on a analysé, on a regardé, on passe son temps à ça. On est une espèce de boîte à idées et à innovation tout le temps. Alors on fait plein de trucs, on rate plein de trucs, on en réussit quelques-uns. C'est comme ça qu'on avance. Alors vous voyez, nous il y a des orateurs, alors vous, peut-être vous ne connaissez pas la spécialité, mais même monsieur Marco est un fichu capable de vous dire ce qu'il y a sur cette slide. Rien comprendre. Donc ça on en a beaucoup, on l'a vu ce matin et on le voit partout. Encore une comme ça, enfin on en a, voilà. Ça, il y a encore beaucoup d'orateurs qui sont capables de mettre sur des slides tout ce qu'ils veulent dire et qui le font pendant 10 minutes, 50 slides et ça ne sert strictement à rien. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé, nous, à cette conclusion. On a regardé aussi ce qu'on appelle le setup, quoi. Et là, vous voyez, quand même, c'est quand même extraordinaire. Donc il se passe quelque chose sur l'écran, quelque chose de dynamique, hein, c'est une procédure, peu importe. Puis vous avez tous les panélistes, là, on ne les voit même pas. Tellement ils ont un mur entre eux et les participants. Bon, si on le regarde un peu plus près, c'est encore pire, quoi. Et ces types-là partent dans le micro, et bon, personne ne les voit, on ne sait même pas qui c'est qui parle, on ne sait même pas de quoi ils parlent. Plus, de moins en moins, hein, c'est nos constatations. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on revient sur l'idée, c'est toujours ce que disait M. Marco, placer le participant au cœur de l'apprentissage. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Mais c'est bien joli à dire, on peut tout déstructurer, on peut tout... Mais ces gens-là viennent apprendre, ils ont un objectif. Alors évidemment, ils ont un objectif d'échange, mais ils viennent apprendre pour mieux traiter leurs patients. Que nous sommes, hein, donc c'est pas rien. Je parle pas assez fort? Vous voulez que je parle encore plus fort? Oui, ça y va. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé que il y avait de nouveaux rôles à mettre en place dans nos congrès, enseignants, apprenants, et les actions de préparation, de facilitation et de renforcement devaient devenir le développement professionnel que nous voulions mettre en place. Voilà comment on a... Mais ça, vous le savez déjà, puisque M. Marco vous l'a dit. Et puis, évidemment, tout ce qu'on veut faire ne peut être fait que si on a des plateformes et des collaborateurs performants qui nous offrent des plateformes et qui les financent. C'est Europa Organisation, bien entendu. Voilà. Donc, voilà un peu notre conclusion. Besoin de formation professionnelle. Pour répondre aux attentes et au niveau de connaissances extrêmement hétérogènes et de tous les participants qui viennent. Il y a des jeunes qui commencent leur carrière, il y a des vieux, il y a des chercheurs, il y a un petit peu tous les niveaux. Il faut qu'ils créent un climat de confiance, d'unité pour favoriser la communication. Et vous avez vu que cette espèce d'estrade avec un mur, ça favorise aucune communication, bien entendu. Alors on a fait des choses. On a monté, développé des sessions pour les formateurs, spécifiquement. Alors ce que vous disiez était très intéressant sur le théâtre, parce que évidemment c'est complémentaire tout ça. Il faut apprendre à parler en public, et les postures, etc. Ce que vous dites, le rythme, et puis cette humilité de l'enseignant qui apprend autant, tout ça. Et tout ça, on l'a mis dans un grand pot, si j'ose dire, qu'on a appelé Vital. Alors, c'est dynamique, Vital, c'est sympa. Bon, c'est un acronyme qui veut dire pour nous... Alors, c'est de l'anglais, désolé, on est un petit peu international, on fait les snobs, là, mais Visionary, on parle du futur. Donc, c'est de l'enseignement pour des enseignants qui vont aider les enseignants à mieux enseigner pour le futur. Transformative. Alors, on transforme, on casse tout. On ne veut plus avoir d'estrade, par exemple. On leur apprend à faciliter les discussions, à synthétiser ce que quelqu'un dit quand il parle pendant 1 heure, mais quand même c'était intéressant ce qu'il disait. Donc toutes sortes de choses comme ça, mais pas que, vous verrez, adult learning bien entendu, puisqu'il s'agit d'adultes, on n'est pas dans l'enseignement des enfants ni des étudiants.
Alors, je ne vais pas vous faire le cours, mais toujours, on passe par 4 étapes essentielles. Et c'est les mêmes étapes que M. Marco vous décrit pour le projet qu'il a mis en place il y a plus de 35 ans. On part toujours de l'analyse du besoin, de l'attente, du désir, d'une audience ciblée. Alors c'est pas facile. Quand on réfléchit à ce qu'on doit préparer, c'est pas facile parce qu'elle peut être complètement hétérogène, comme nous le sommes là. Et à ce moment-là, on peut commencer la construction d'une session, d'une lecture, d'un séminaire. Alors je sais qu'il y a eu, et autres, je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions. C'est quoi une session? C'est quoi un congrès? C'est quoi un séminaire? C'est pas pareil. Nous, on estime que les fondamentaux sont les mêmes. Après, on s'adapte, évidemment. Alors, on commence toujours par la même chose. Objectif clair, atteignable. Lié, bien sûr, aux besoins qu'on a identifiés. Atteignable dans un contexte donné. Parce que c'est pas la même chose si on a 90 minutes dans une session à EuroPCR ou si on a 2 jours dans un séminaire. Donc il faut qu'il soit atteignable dans un contexte donné. Et là seulement on peut commencer à structurer, définir son format, raconter son histoire par étapes, les chapitres, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et seulement à ce moment-là, on se dit quels médias vont être les meilleurs médias pour passer les messages. Alors le média, ça peut être simplement parler. M. Marco, il a fait son introduction sans slide. Moi, j'avais décidé de vous faire une présentation. Mais ça peut être un tableau noir, un tableau blanc, n'importe quel média. Mais il faut le réfléchir avant. Évidemment que c'est pas parce qu'on se structure qu'on ne peut pas sortir du rang et y revenir après. Mais il faut l'avoir, la structure, claire. Et quel média on va utiliser. Et la slide, le PowerPoint, c'est pas le média idéal toujours. Non. Ça peut être une vidéo, ça peut être un clown, je ne sais pas. Et s'il y a une équipe enseignante, et en général il y en a 2, voire 3 dans des grandes sessions, qui fait quoi? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être disruptif comme vous l'avez été, elles sont parties, se couper la parole, etc. Mais quand même, elles avaient un plan. Qui fait quoi? Et ensuite, seulement, on peut commencer à préparer. C'est ça qu'on leur apprend à faire. On leur apprend à construire, alors toujours sur la base d'exemples réels, c'est-à-dire ce qu'ils vont faire. S'ils doivent faire une présentation, s'ils doivent faire une session, on le fait avec eux, on fait des jeux de rôle, ils doivent présenter, ils doivent être clairs, ils doivent être challengés par leur pairs, avant même de commencer la préparation d'une de leurs sessions. Donc ce sont des sessions de 20, 25 à peu près, qu'on fait avant les congrès, qu'on fait en amont, en aval des congrès, ça dépend, à la demande aussi. La préparation, c'est le script qu'il faut faire, ensemble. Et puis il faut peut-être regarder un petit peu le setup dans lequel on va le faire, se familiariser avec son environnement. On en voit beaucoup quand même des orateurs qui arrivent, ils ne savent pas où appuyer, ils ne savent pas où... Non, il faut savoir dans quel environnement on se trouve. Donc voilà, on leur apprend ça aussi. Évidemment, on passe par le côté spectacle, parce que ça aussi, c'est essentiel. Mais pour nous, c'est essentiel si tout est fait en amont, si tout est fait et bien structuré. Enfin, ça, c'est notre approche. Voilà. Et l'évaluation. On évalue en permanence. On nomme des évaluateurs, des pairs, donc des évaluateurs qui sont des participants. On leur fait faire des évaluations structurées. On les récupère, on fait faire des évaluations, des observations par des instructeurs, par des coachs, par leurs coachs, parce qu'on est une équipe aussi qui faisons du coaching. Et pendant la préparation, on fait du coaching. Mais on fait du coaching spécifiquement sur le travail qu'ils ont à faire, pas sur générique. Pas pour ce type d'intervenants, qui sont des facilitateurs enseignants. C'est très compliqué, facile de faciliter une salle, faire parler, etc. Mais il faut enseigner quand même, parce qu'au bout du compte, c'est pas juste de la discussion. Voilà. Donc voilà pour les étapes. Et la chose la plus importante pour nous, c'est soyez toujours clair avec vos messages. Si vous avez une panne d'ordinateur, eh ben c'est pas grave. Si vous avez dans la tête vos 3-4 messages, eh ben c'est toujours ça qui passera. Donc ça, c'est un de nos messages clairs aujourd'hui. Et on leur apprend à utiliser les divers médias. Parce qu'un média, un tableau noir ou un tableau blanc, il ne faut pas l'utiliser comme ça. Si on se met à écrire,
je sais qu'on l'apprend beaucoup, et puis qu'on ne peut pas vous lire, ça ne sert à rien d'utiliser ce média-là. Ou si vous écrivez des choses, et puis que vous ne les relisez pas après pour ramener tout le monde sur ce que vous avez fait, c'est génial le tableau. Moi je trouve que c'est le plus bel outil, c'est mieux que tout. Le tableau, ça amène tout le monde à construire ensemble. Parlez de co-construction, prenez un flipchart. C'est le meilleur des outils. Donc ça, on y tient beaucoup, nous, à nos petits flipcharts en papier. Alors ça, c'est dans des petites salles, il y a dans des grandes salles. Et puis, comment se comporter en tant que facilitateur? Puisqu'on les a fait descendre des estrades, la plupart des salles maintenant, des petites, pas le grand auditorium, hein, on ne peut pas le changer celui-là, mais la plupart des petites salles, on a vraiment demandé aux facilitateurs de mettre un micro sur leur tête, de prendre un micro et aller. Et d'avoir un contact avec chacun d'entre eux pour pouvoir co-construire avec eux tous les messages qu'ils ont en tête. Alors voilà, vous connaissez celui-là, le facilitateur, vous l'avez déjà vu. Voilà. Alors vous voyez qu'on a affaire aussi à des très jeunes gens, des jeunes cardiologues, qui sont extrêmement à l'aise maintenant à se promener et à revenir toujours à leurs messages principaux et à leur enseignement. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est la jeune fille là, qui est là, la petite indienne qui est là. Donc elle a un micro-casque, elle laisse parler ce participant, puis elle va lui reprendre son micro, puis s'il parle trop, comme des fois M. Marco Bell prend le micro, puis on ne peut plus parler, et elle va résumer, synthétiser ce qu'il vient de dire, et on repart. Et ça donne une grande dynamique. Mais ça demande beaucoup de pratique, bien évidemment. Alors on n'a pas fait que ça, bien sûr, on a toujours des orateurs et des grandes lectures qui sont nécessaires parfois, et souvent pour présenter ses travaux. Et donc on a aussi beaucoup travaillé sur les orateurs, sur ce type d'orateur. Alors on a fait un travail sympa, je vous en dis 2 mots. C'est quelque chose sur le gros congrès d'EuroPCR. Il y a, je ne peux pas dire un pourcentage, mais il y a un gros pourcentage de ce qui sont les sessions, qui sont la présentation des travaux, des travaux divers et variés, d'abstract. Et alors quand ils envoient leurs travaux, souvent c'est des jeunes qui envoient leurs travaux pour pouvoir être pris et puis pouvoir les présenter. Ils envoient leurs travaux, ils ont le droit de dire « moi je veux présenter mon travail comme ça, de façon très classique, ou je veux présenter un abstract, ou je veux faire partie ce qu'on appelle le PCR's Got Talent ». Alors c'est un concours, et donc on les prend tous dans une salle comme ça. Tous ceux qui ont adhéré, ils savent ce qui les attend, hein, ils sont pas pris par surprise. Et donc ils ont une première session où ils doivent présenter leurs travaux en quelques minutes sans slide du tout. Et il y a un jury qui est fait de coachs professionnels et qui est fait de leurs pairs. Alors des grands de ce monde, donc ils sont très contents de pouvoir, très contents et très angoissés évidemment. Et donc il y a un premier round comme ça qui en élimine une grande partie. Et puis ils ont ce groupe-là a une session de coaching pour leur expliquer comment préparer leurs slides. Et donc ils ont une deuxième session et ils présentent avec des slides. Et là, on en élimine encore et on n'en a plus que 4. Et ces 4-là, ils bénéficient d'une vraie session de coaching où comment se positionner, la posture, comment parler, etc. Et les 4 derniers font, et c'est ça que je veux vous montrer juste un petit peu comme ça, hein, on ne va pas aller au bout, c'est le dernier round. Treat versus defer. Then now you can see why small changes in value because of drift or variability will mean that you are much highly likely to cross that threshold and have misclassification with PDPA than you will with IFR. And so potentially we already know my second result. Stenosis misclassification is significantly less with IFR than whole cycle PDPA. Bon, voilà. And here's the results to prove it. Simply... L'intérêt, c'est pas que vous connaissiez cette recherche. Il a un anglais magnifique. Pas de danger. Mais vous voyez à quel point ce jeune homme, c'était la première fois de sa vie qu'il présentait, il a quand même un sacré charisme, une sacrée présence. Il a bénéficié de tout ce coaching. Et ensuite, il y en a un qu'on connaît là de Dora. Et voilà, ça c'est notre coach professionnel qui leur donne des conseils et qui leur dit à quel point c'est toujours positif. Il donne toujours des conseils extrêmement positifs et constructifs. Il y en a qui aiment faire du théâtre, etc. On va le refaire cette année et encore mieux, voilà. Voilà en gros un peu le florilège d'initiatives qu'on a pu mettre en place avec cet outil qui sont nos facilitateurs enseignants. Merci beaucoup, Magali. Est-ce que, comme il reste vraiment très peu de temps, je propose un petit mot. Est-ce qu'il y a des questions? Festina lente. Festina lente. C'était le mot depuis le début.
Festival lentement. Hâte-toi lentement. Je crois que c'est pour arriver là, on a mis 30 ans, plus de 30 ans. Festival LT. Oui, parce que pour sensibiliser les gens à la nécessité justement d'être formés, parce que vous les formez en amont, hein, c'est ça le congrès. Oui, alors on fait sous toutes sortes de possibles modules, parce que la grosse difficulté qu'on a, c'est bien sûr le temps. Vous l'avez dit et c'est toujours le cas. Ce sont des gens dont la profession est de soigner des patients, pas de faire de l'enseignement, a priori, bien que les professeurs d'université devraient le faire aussi. Mais c'est pas leur quotidien, donc il faut qu'ils prennent du temps. Et avant qu'ils comprennent qu'il faut du temps de préparation, etc., et qu'il faut les mettre pendant 2 jours dans une bassine, tous ensemble pour échanger leurs expériences, etc., on met du temps. Mais ça prend. On a aujourd'hui 250 facilitateurs dans notre... Et je crois que vous les vitalisez, non? On appelle ça comme ça, on dit vitaliser. Il y a des gens vitalisés, il y a des gens qui sont dévitalisés. Peut-être pour faire le lien par rapport les entreprises, par rapport à cette question de la résistance au changement ou du temps nécessaire, peut-être pas en soi, mais parce qu'il y a cette résistance au changement, c'est ce que j'entends. Peut-être aussi Thierry Laforgue, si dans les entreprises avec lesquelles vous travaillez, comment vous répondez à ça? Par exemple, voilà, je ne suis pas comédien, je ne fais pas du théâtre. Qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce que tu répondrais? Je sais pas, je vous vois tutoie. Qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qu'on répond? Venez nous voir et on va vous accompagner sur la partie théâtre. En fait, de plus en plus d'entreprises sont conscientes que tout ce qui est non-verbal et notamment le théâtre a de qualité pour le monde de l'entreprise, que ce soit en formation, en prise de parole en public, mais que moi je vous disais tout à l'heure, on intervient sur la prévention des risques psychosociaux avec le théâtre. Donc on va former les managers à la prévention des burn-out et tout ça avec le théâtre. Donc on a travaillé avec un psychologue là-dessus. Et le théâtre est vraiment l'outil pour faire vivre les messages et faire encore une fois vivre l'expérience procédurale, la mémoire procédurale des participants. Je vais dire un mot très important. Pour faire cela, nous avons demandé un psychologue. Il y a un objectif, et à ce moment-là, quel est le moyen pour atteindre cet objectif? Mais le moyen, il est pour un pourquoi. Pour ça, vous avez... Ah oui, parce que nous, on a le média et le support et le théâtre, mais après, on fait appel à des experts, des sociologues, des psychologues, et le théâtre est là pour faire passer le message et faire vivre le message. Plutôt que d'être assis et de regarder, oui, il faut faire preuve de bienveillance. Il faut faire preuve d'empathie. D'accord, mais c'est quoi l'empathie? Et donc, nous, on va le jouer. On va montrer ce que c'est la sympathie, l'antipathie, l'apathie, et pour arriver à la fin jusqu'à l'empathie. Oui, une question? Oui, mais je me demande s'il n'y avait pas une question avant moi, peut-être. Non, vous avez Émilie qui peut parler. Oui. Mais je ne veux pas vous couper. Non, mais allez-y, pas de souci. Vous avez terminé. Ouais. C'était pour revenir sur le lien entre trois notions, en fait, 3 idées qui ont été présentées et qui rejoignent un petit peu ce que je veux dire, ce que vous êtes en train de dire. Mais pour le clarifier, il me semble, le lien entre le théâtre, l'authenticité et le rôle. Parce que, on aurait vite fait d'opposer authenticité et théâtre. Or, ce que vous dites, c'est que vous utilisez les outils du théâtre pour arriver à une authenticité. Et ça, c'est très intéressant et je crois qu'il faut vraiment insister, puisque le but n'est pas de jouer un personnage, mais d'arriver à être soi dans un contexte qui n'est peut-être pas un contexte habituel. Et le lien entre rôle et authenticité, il est très compliqué, parce que l'authenticité, c'est pas l'unicité. Je veux dire, on peut être authentique maintenant avec une certaine attitude, et puis on sera authentique chez soi ou avec ses amis avec une autre attitude aussi. Donc c'est pas, voilà, je voulais rappeler ces liens entre ces 3 aspects. Je réponds, ça me fait le lien avec les conseils que nous donne notre metteur en scène, qui a beaucoup travaillé avec les méthodes de l'acteur studio, et qui nous freine tout le temps dans l'émotion que l'on veut montrer. Oh, je suis pressé. Je suis pressé. Mais là, ça sonne faux. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si j'arrive et on a fait avec lui un exercice où j'ai compris, en fait, c'est tout simple, on arrive, on prend un couteau, on regarde le public, on repart en arrière avec le couteau et on regarde à nouveau le public et après on sort du plateau.
Mais vous, public, vous imaginez, putain, qu'est-ce qu'il va faire avec le couteau? Ouais, mais il a l'air méchant. Alors qu'en fait, je prends juste le couteau. Et je suis comme ça, mais avec l'émotion la plus neutre possible. Mais ça rejoint l'authenticité. C'est-à-dire que si je surjoue mon discours, mon emballement pour dire ma technologie, elle est fabuleuse, ma truc et tout, vous allez dire ouais, ok, mais t'en fais trop. Et c'est comme quand je joue et que j'en fais trop, on va voir que je joue trop. Et une des leçons que j'ai pris du théâtre, qui vient pas du monde du théâtre, moi je viens du monde de l'entreprise, mais je joue au théâtre depuis une quinzaine d'années. Mais une des leçons que j'ai prises, c'est que l'émotion, elle est autant alimentée par le comédien que par le spectateur. Et du coup, quand je vais vous dire quelque chose, ben vous allez, et par le silence que je vais marquer, par exemple, par rapport à une phrase que je viens de vous dire qui est très importante, vous allez l'analyser, vous allez vous dire ah ouais d'accord, attends. Et donc du coup vous allez contribuer, vous allez être des spectateurs, ce qu'on appelle nous des spectateurs. Vous n'êtes pas passifs mais vous êtes actifs. Oui. Oui, c'est pourquoi tu as tout à fait raison. Il est très bon de préparer des acteurs et c'était fait remarquablement, mais il faut que l'ambiance du congrès soit favorable. Parce que si effectivement l'environnement est plein de pouvoir, tout ce que tu auras préparé, ça va se casser la figure. Alors on n'a pas le temps, mais j'ai des exemples fabuleux de gens que j'avais détestés dans une conférence, que j'ai retrouvé en faisant la queue à l'aéroport, avec lesquels je suis devenu ami. Oui. Parce qu'ils étaient en dehors d'un contexte, et ils m'ont raconté, notamment des jeunes qui n'osaient pas dire ce qu'ils pensaient parce que leur directeur de recherche était dans le coin. Et là, tu ne peux pas empêcher ça. Dans un congrès comme celui préparé, il n'y a pas ce problème-là, parce qu'il y en a, mais moins. Aussi bien, aussi. Énormément. Oui. Donc, il y a des blocages. Il y a des blocages. Mais il y a évidemment des blocages. Mais on travaille beaucoup à ce déblocage. Et il y a des résistances qui ne sont pas gérables. Oui, le pire, c'est ceux qui ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent d'un contenu qu'ils ont étudié, parce qu'ils savent que c'est en contradiction avec le pouvoir de leur responsable de recherche, par exemple. Ouais. Et on a ça, en juste un mot, on a ça beaucoup au point de vue culturel quand on travaille avec des Japonais, par exemple, où le Japonais ne peut pas contredire, a priori, ce que le professeur vient de dire. Ça ne peut pas. Il ne peut pas le faire. Donc on a trouvé des subterfuges pour qu'ils puissent s'exprimer quand même. Qu'ils puissent s'exprimer par le biais d'un truc anonyme, etc., etc. Mais avec eux, oui, on ne peut pas. On ne peut pas casser ce phénomène-là. Ouais. Moi, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que je crois lorsque vous parlez d'authenticité, il faut distinguer aussi tous les cas de figure, c'est-à-dire le théâtre utilisé justement pour... alors, la notion de message, évidemment, je crois qu'elle est peu transférable. Elle est peu transférable au congrès parce que c'est pas un message qu'on veut faire passer, c'est plutôt un savoir. Et c'est différent. Il n'est pas aussi vectorisé, je trouve. Bon, ok. Ouais. Bon, alors là, vous savez comment faire alors. Moi, je sais pas, ça des notion de message. Comment? Une session de formation comme celle qui vient d'être décrite, combien ça coûte pour un participant? Bonne question. Parce que nous, on fait des choses gratos. Tu veux y répondre? Oui. Nous sommes partis d'un congrès, on appelle la réunion, de 200 personnes. Bon marché. Ok? Bon marché, c'est-à-dire... Pratiquement rien, puisque c'était à l'université. C'était à l'université, pratiquement rien. Et on a trouvé des fonds. On a trouvé des fonds. Comme vous. Et bien entendu, maintenant, les gens payent plus de 1 000 € pour venir. Mais les gens, ils ne paieront pas 1 000 € si c'est pas intéressant, bien sûr. Si c'est pas intéressant. C'est-à-dire, le problème de l'argent doit être séparé si vous faites un spectacle, l'objectif, c'est l'ambition et c'est ce que vous allez créer qui donnera, et la recherche de la valeur ajoutée, et là vous trouverez le financement. Mais l'inverse, si vous dites on veut des financements pour faire on ne sait pas quoi, ça ne marchera pas. Voilà, je vais écouter peut-être les conseils des clowns et essayer d'apprendre à faire ma Marie-Jo et à tenir le temps. Non, je dis ça avec beaucoup d'humour, bien sûr. Peut-être juste une ouverture. On a beaucoup parlé de la place du théâtre dans les à côté, en fait, former le formateur dans du méta, le corps, le non-verbal. J'ai l'impression que le théâtre est aussi à partie liée avec le verbal et que finalement, il pourrait aussi contribuer à la fabrication du
message lui-même ou de la formation du savoir et pas seulement à cet autour. Et je lance ça comme une piste pour la suite avant que nos amis nous rejoignent pour la suite. Bon, donc on va faire un débrief général maintenant. On va attendre donc les autres. Voilà la table ronde qui arrive du numérique. Alors Lucie est là, le premier témoin, et le deuxième témoin c'est Eric. Alors Lucie et Eric. Alors qui commence, le corps ou la technologie? La techno. La techno. Alors c'est la techno, c'est peut-être aussi l'occasion de voir, effectivement, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Méchouan, peut-être les dangers de l'appropriation, puisque je fais le témoignage de ce que j'ai vécu durant cet atelier, on va dire ça comme ça. Donc je vous pose le cadre un peu pour vous dire un peu ce qui s'est échangé, puis après j'essaie de tirer quelques éléments, tout en étant rapide, je crois. Quand je commence à dire que je vais être rapide, je ne le suis pas, donc Monique me tapera sur les doigts. Bon, déjà, un atelier qui a tenu sa promesse, puisque ça a discuté, ça a échangé, nous avons échangé, enfin, particulièrement les autres participants, mais un moment, en tout cas, de partage très intéressant sur, effectivement, une entrée qui était techno, puisque nous avons parlé des innovations numériques au sein du congrès et de ses usages. 3 cas ont été présentés, et puis il y a eu un retour un peu plus réflexif qui a été apporté par Cédric Aïtali. Le congrès comme média augmenté dans un premier temps, ce n'est pas l'ordre chronologique, mais c'est comme ça que moi je les propose. Congrès média augmenté à travers l'exemple de la plateforme digitale présentée par Frédéric Doncieux, où là, moi, ce que j'ai retenu ici, c'est l'élément assez fort de cette plateforme pour venir augmenter, je l'entends dans le sens implémenter le congrès, c'est-à-dire activer la communauté, entretenir le réseau, prendre soin des liens des participants avec le congrès. C'est aussi diagnostiquer les besoins de formation afin de permettre le renouvellement du congrès. Rester connecté avec la communauté, quel que soit l'empêchement qui contraint l'accès au congrès. On a vu, ça permettait de penser un congrès qui était presque émancipé de certaines contraintes géographiques. Un congrès aussi dans une forme de gratuité via cette plateforme digitale, dans une spirale qui est vertueuse, pour reprendre votre expression, dans l'idée de fidéliser le sentiment d'appartenance et d'attachement aux valeurs de la communauté, qui permet de perpétuer, de renouveler, et en tout cas c'est ce que j'ai pu retenir. Une deuxième présentation d'un congrès comme un média facilité, et il s'agissait d'un outil de gestion, de données qui permettait de penser une base de données avec des informations qui étaient à la fois économiques, de contenu, puisqu'il s'agissait de pouvoir répertorier l'ensemble des résumés qui étaient déposés en vue d'être présentés au congrès, et puis des données aussi personnelles qui concernent les participants directement. Ici, c'est un outil de facilitation à destination principalement des organisateurs, et il y avait une idée forte que j'ai retenue, c'est celle de la transparence, pour pouvoir permettre aux organisateurs de garder la main, de garder une forme d'autonomie sur cette gestion de données, savoir où on en est. Troisième cas, qui m'a également interpellée, c'est un congrès comme un média imprégné de sensibilité. Alors ça m'a aussi pas mal intéressé grâce à un service outillé, pas un outil, un service outillé qui pense et intègre la question de l'expérience, entendu donc comme une expérience sensible au sein du congrès, donc via le numérique. Un service outillé qui travaille dans un sens le lien entre les participants, les participantes, et puis les conférenciers, les conférencières. Comment est-ce que on brise, peut-être ici on dirait le 4e mur, je sais pas si on peut se permettre ça, mais bon voilà, à travers le numérique. Et ce qui m'a davantage, oui, moi en tant que témoin, je dis aussi ce qui m'a interpellé, c'est cette idée de rematérialisation de l'espace, c'est-à-dire prendre un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et puis leur créer une existence aussi formelle qui s'inscrit dans le congrès. Et donc cette idée-là de rematérialisation de l'espace, j'ai trouvé assez forte. Puis le dernier temps, c'est une perspective un peu plus distancée, l'apport de la recherche, l'analyse de la galaxie PCR, avec la modélisation de l'espace de formation au sein de PCR, qui a permis
de mettre en évidence la complémentarité du numérique, mais plus que la complémentarité, puisque tu as parlé d'interdépendance entre le numérique et la formation. L'idée aussi de la continuité entre ce qui se passe à distance et puis ce qui se passe au moment même des échanges qui se créent durant le congrès. Donc tout ça pour vous dire que durant ces 4 temps que je ne synthétise que certainement trop mal, puisque je vous ai dit un peu à la volée ce que j'ai retenu. Merci Rémi qui est fort sympathique de dire non, au moins un minimum. En tout cas, ce que j'ai entendu dans ces témoignages, c'est qu'il y avait énormément de défis à le relever. J'ai entendu dans les porteurs de projets, j'ai entendu quand même pas mal de passion dans ce que vous présentez, ce que vous défendez, et j'entends derrière tout ça, c'est qu'il y a des défis, le défi de rester à la pointe, que ce soit à la pointe des savoirs que l'on cherche à pouvoir communiquer au sein du congrès. Donc cette idée d'avoir un appui numérique, c'est aussi pour permettre la facilité de l'accès à ce savoir, de rester à la pointe, rester un peu sur concurrentiel, un peu sur les savoirs aussi qui circulent. J'ai aussi entendu un défi qui est assez fondamental, c'est celui de survivre dans un espace-temps matériel qui est confronté à de nouvelles un temps qui s'accélère, un numérique qui aussi transforme, bouscule un peu le savoir-faire, donc rester à la pointe pour pouvoir survivre. Un défi qui est celui de créer des nouveaux espaces dans l'idée de ce renouvellement du média congrès dans sa forme, dans ses dimensions de communication, dans cette dimension aussi de rester dans une forme de partage, de circulation, je dirais, des savoirs. Le défi de continuer à faire vivre la communauté en tissant des liens, en favorisant aussi ce maillage qui existe, en fidélisant. Il y a toujours cette idée de préserver la communauté. Et je terminerai par ce qui a animé les échanges à la fin, puisque il a fallu nous couper. Cette idée de nœuds, un peu, de difficultés. Finalement, on abordait juste cette question sur la fin, puisqu'on a eu un démarrage, c'est bien normal, on présente des outils, on présente la technologie, ça fonctionne, on montre ce que ça permet, ce que ça facilite, mais ce qu'on a peu abordé, on commençait juste, on était bien installés pour aborder aussi les difficultés à mettre en place aussi ces outils numériques, les dilemmes que ça pose, les questions de régulation. On a eu une question sur justement les réseaux sociaux au cœur de ces congrès là qui viennent participer de la circulation des savoirs. On sait aussi que les réseaux sociaux drainent autre chose que la circulation des savoirs. Quid d'une régulation, faut-il ou pas? Je n'apporte aucune réponse. Mais en tout cas, voilà, cette question qui, je pense, serait intéressante à traiter au sein, peut-être, je ne sais pas, d'un futur congrès, d'un futur atelier, mais les nœuds, les dilemmes, les difficultés qui participent aussi du développement des congrès, qui serait aussi intéressant, certainement, dans une perspective de professionnalisation. Je vous laisse ça là. J'étais bavarde un peu peut-être. Non, c'est bravo, merci beaucoup. On retrouve l'esprit du LabCom là. C'est vraiment cette passion aussi pour tous ces projets. Alors, je sais pas, tu as parlé 7-8 minutes, donc Eric, 7-8 minutes aussi, par égalité. Je vais plutôt me mettre ici. Donc la question était proche évidemment, quels outils, mais cette fois-ci pour transformer le congrès à partir d'autres prémices. Mon habitude critique est toujours, et bien évidemment de manière sans doute très socratique, d'interroger la question. Donc quels outils, ça nous oriente tout de suite dans un certain type de réponse nécessaire qui va être adopté. Et on peut se demander si c'est vraiment une bonne question à poser. Est-ce que, par exemple, on peut considérer que les formations théâtrales dont on va parler sont des outils? Et en quel sens vraiment on veut entendre ça par outil? Ou est-ce que les préparations pour les congrès que vous avez organisés sont exactement des outils et de quel ordre, etc. Donc déjà, je me place tout ça sous l'égide de la question elle-même est quand même assez problématique. Mais c'est tout à fait méritoire du coup d'avoir essayé d'y répondre, et d'autant plus intéressant, mais en même temps cadré en quelque sorte. Alors là, je vais simplement suivre un petit peu le page à page ce que j'ai noté. Donc on avait commencé plutôt avec des questions liées au théâtre, grâce à Thierry, et quelques questions posées par Gilles
qui semblaient être apparemment des vastes questions. C'était la première réaction tout à fait liminaire, et j'en conviens, je suis tout à fait d'accord, c'était même assez énorme. Donc bravo pour arriver à répondre à ces questions-là. Une des questions qui a l'air d'être revenue liée à ces types de formations grâce aux professionnels du théâtre, c'est de savoir comment incarner un rôle et en même temps de garder ou de présenter ce qu'on a appelé authenticité, un soi-même, ou révéler quelque chose de soi. Et ça semblait être à la fois contradictoire et pourtant nécessaire. Alors je proposerais tout simplement de dire que c'est dynamique, que bien évidemment personne jamais dans aucune occurrence ni aucune situation ne se présente et ne se révèle soi-même, parce que le soi-même n'existe pas, et qu'il est toujours construit dans tous les rôles sociaux, y compris intimes, même avec notre amoureuse ou notre amoureux, c'est quand même construit. Et donc le soi étant balayé, on peut l'écarter, il n'y a plus de problème. On a uniquement des rôles sociaux, mais ces rôles sociaux doivent apprendre. Et bien sûr, le rôle social très bizarre du congressiste est un des rôles sociaux qu'il faut apprendre. Et là, les outils du théâtre, si ce sont des outils, peuvent manifestement servir à toute une série de choses. Alors, à quoi ? Quelques termes ont été utilisés. Ancrer le corps. On a appris ça dès le départ, dès la première journée. Je pense qu'en effet, il y a quelque chose d'assez fondamental. Du coup, qu'est-ce que veut dire ancrer le corps ? Fondamentalement, il me semble que ça veut dire créer de la présence. Et il est clair que si on veut attraper un auditoire, il faut qu'il ait l'impression, cet auditoire, que nous sommes présents. Nous, moi. Le congressiste supposé, etc. Celui qui parle, celle qui parle. En même temps, il s'agit aussi, pour arriver à garder son auditoire avec soi, de traiter cet auditoire avec bienveillance, amabilité, souplesse, et apparaître, tenir compte des réactions. Et c'est évidemment ce qu'on fait toujours lorsque une personne se gratte la tête parce qu'elle a l'air de s'ennuyer, lorsque quelqu'un sourit parce qu'on fait une blague. L'herméneutique des visages, donc l'interprétation des expressions, nous permet bien sûr de vérifier un petit peu les contacts et d'en tenir compte. Donc il y a là aussi une dynamique entre la production d'une parole et le moment où, malgré mes lunettes de lecture, j'aurais quand même à discerner vaguement quelques visages très flous, heureusement flous, pour moi, donc je peux quand même y réagir quelque part. Donc, de nouveau, on est dans cet effet dynamique. Ça veut dire qu'il faille ne jamais montrer ses failles. La réponse qui a été donnée a été non. Donc, on a le droit de bégayer, on peut être timide, on peut hésiter, on peut se tromper. Tout ça est bon, pour autant que ça serve le propos, que ça ne gâche pas l'apparente clarté du message, et donc il y a une négociation à trouver entre la façon par où on peut montrer de temps en temps, pas trop souvent, mais de temps en temps une légère faille, et qui va attirer la sympathie du public. Parce que pourquoi est-ce que le public est sympathique par rapport à des failles ? Pas parce que ça nous met nous en position de vulnérabilité, ça veut dire vous en position de force. Donc on revient là dans les problèmes de pouvoir, mais d'un autre ordre. Mais donc il faut accepter pour un orateur de non seulement montrer des failles, peut-être même de les exhiber de temps en temps, parce que ça permet d'accepter que le public soit en position de force. Ce qui est très délicat pour toute personne. On préférerait être soi-même en position de force, mais finalement, pour arriver à être en véritable position de force, il vaut mieux faire semblant, comme au judo, de laisser l'adversaire jouer de son poids pour faire une prise et puis le renverser après. Si je peux me permettre cette métaphore sportive pour notre ami Charles. Même si lui, c'est plutôt le rugby, mais je suis sûr que ça doit me servir au rugby aussi. Et donc, tout ça pour créer ce qui a été dit et qui me semble important, de la crédibilité. De nouveau, là, on revient à des questions d'autorité, parce que la crédibilité, c'est juste ça. C'est faire autorité sur. Ou apparaître en situation d'autorité si on est crédible. Alors on peut être crédible par
les contenus qu'on essaye de donner, mais on peut déjà l'être par une posture. Peut-être justement là, mon professeur de théâtre me dira, je ne me tiens pas assez droit, je n'ai pas un côté assez engageant, je ne parle pas assez avec mes mains, je n'ai pas l'air de m'investir dans le public et dans sa réception, je suis un petit peu courbé et tout ça. Mais c'est parce que j'essaye de me mettre en position de pseudo-faiblesse. Vous avez bien compris. Ce qui m'a frappé, c'est quand même que ces questions-là, de rôle, de personnage ou d'authenticité, sont quand même des questions, on va revenir de nouveau à l'Antiquité, c'est la rhétorique la plus antique qui soit, qui construisait autour de la notion d'éthos en grec, qui a donné éthique, mais pas du tout au sens de la morale, éthos, éthique au sens de qu'on dit le rôle social. Et ce rôle social est problématique dans la modernité. Pourquoi ? Parce que ce qui est exigé n'est plus justement de montrer un statut social, comme dans l'Antiquité, mais de montrer une intimité. Et c'est ça, je pense, qui pose problème. Donc c'est pas la question du personnage ou de l'authenticité, c'est la question du rôle social et de l'intime. Comment montrer une intimité et donc séduire par cette monstration, et en même temps ne pas trop en montrer parce qu'il faut rester dans un rôle social régulé et relativement neutre. Autre série de questions autour de l'attention, qui me semble très important, surtout aujourd'hui. Et là, ça rejoint tout à fait les questions de numérique, dans la mesure où on est dans ce qu'on peut appeler une écologie de l'attention, même une économie de l'attention, où il s'agit, comme vous le savez très bien, pour toutes les plateformes via la pub, capter l'attention, arriver à accéder à l'attention de clients, qui vont pouvoir, du coup, acheter toute une série de choses. Et la question de l'argent, on en a parlé in extremis à la toute fin, me paraît pas du tout non importante. Au contraire. Et donc, on n'a pas eu le temps d'en traiter, mais il me semble que je voudrais attirer quand même l'attention, justement, sur ce phénomène-là. En rapport avec cette dynamique entre orateur et audience, auditoire, Hervé nous a rappelé justement qu'avec Socrate, ou Derrida d'ailleurs, il y a une notion qui me paraît importante et qu'il a très justement soulignée, qui est celle de l'appel. Loin d'être celui qui fait simplement un exposé savant, fort de son savoir, celui ou celle bien sûr qui est à ma place en ce moment appelle et interpelle du coup tout un auditoire qui se sent plus ou moins interpellé et répond. Vos visages répondent sans arrêt. Le langage non verbal, il va dans les deux sens. Moi j'en produis bien sûr, mais vous aussi. Donc cette question de l'appel et de l'interpellation me paraît en effet importante, parce que là aussi elle résout un petit peu la dynamique entre ce que je produis comme discours et ce que vous rendez au passage dans ce qui nous constitue. Et alors ensuite on a eu donc l'exposé sur cette histoire qu'on a déjà entendu un petit peu par bout raconter, et donc moi je découvre de ces réalisations que vous avez faites tous les deux depuis, donc là, si je comprends bien, quand même quelques décennies, de manière très très méritoire, et qui, très modestement, Jean-Marco disait qu'il allait utiliser des banalités. Pas du tout, bien sûr. Ce sont des choses importantes qu'il a énoncées, ou que vous avez énoncées tous les deux. Essayer de construire un colloque le meilleur possible, vous dit, en Europe, du coup il est devenu le meilleur dans le monde, avec des objectifs clairement exposés, une recherche de moyens en vertu d'une réponse à des pourquoi, qui visait, comme vous le disiez à un moment, l'optimisation de ce qu'un colloque peut réserver, et visant l'excellence. Alors tous ces termes-là, optimisation, excellence, sont, et là on va entrer dans un dissensus, un dissentiment, une division, pas du travail, de la conception du travail. Tous ces termes-là relèvent d'une conception économiste
néolibérale qui date philosophiquement, disons, de Bentham, début du 19e siècle, et qui fait en sorte que là, on est vraiment dans une ustensilarité. L'outillage. L'outillage pour des fins. C'est-à-dire qu'on est dans une pensée causaliste et positiviste, totalement assumée, je pense, et revendiquée, ce qui est tout à fait légitime. Je ne suis pas du tout en train de la critiquer, j'essaye juste de saisir quelque chose qui me paraît intéressant, c'est deux structures d'analyse totalement différentes. Et qui, du coup, mais elles sont totalement logiques. Est-ce que j'ai fini ou il faut que... J'ai 30 secondes ? Oui, 30 secondes. Et vous savez, alors, je vais finir sur un truc, simplement. Juste, on n'a pas eu beaucoup de frustration dans ce colloque, mais là, on va être frustré parce qu'on va devoir partir en courant au théâtre. Voilà, okay. Donc, tu finis 3 secondes, puis on n'aura pas le temps de débattre. 3 secondes, mais en fait, c'était justement sur ce que toi, tu avais dit, la question du savoir. Parce que là, on voit bien, justement, la division. De notre côté, je pense qu'un message... D'abord, on ne passe pas des messages dans un congrès... moi, j'en ai jamais passé. Par contre, j'essaie de transmettre du savoir. Ou des savoirs, même plus que du savoir. Et sur savoir-message, là, on est dans une opposition tout à fait radicale. Mais c'est intéressant, justement, que ça concerne l'analyse elle-même, par où on s'y prend pour comprendre ce que c'est qu'un congrès et comment on peut améliorer un congrès. Et manifestement, vous l'avez largement fait de votre côté, dans l'expérience, mais il me semble intéressant de souligner qu'on peut avoir des divisions très importantes sur des modes d'analyse de ce que c'est qu'un congrès et ce qu'il devrait être et comment le transformer et s'il faut vraiment des outils pour ça. Voilà, on continuera demain. On va... Merci beaucoup à tous. C'était passionnant. On a discuté encore pendant 2 heures et les jeunes nous attendent. Ils ont travaillé depuis 4 mois. Donc ils ont besoin de notre soutien pour cette première. Donc vous pouvez récupérer toutes vos affaires et puis on va se diriger donc vers le métro et vers le théâtre de l'université. Merci beaucoup de votre